Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel arrêt à travers les villes en crise. Et aujourd'hui, notre étape se déroule en Californie, plus précisément à San Francisco. Et je suis très heureuse d'accueillir Alexandre Bayen, professeur à l'Université de Californie, Berkeley, également directeur de l'Institut d'études des transports. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et nous sommes également en ligne avec Camille Combe, chargée de mission à la Fabrique de la Cité et qui s'occupe des dossiers mobilité et data. Bonjour. Alors, Alexandre, comme vous le savez, notre interview commence par ce moment sur ce que vous voyez de votre fenêtre. Manière de vous demander comment ça se passe en Californie, quelle est la politique suivie par la Californie pour lutter contre l'épidémie et comment, quand on vit à San Francisco, on vit au jour le jour cette crise épidémiologique. Alors, merci tout d'abord pour la possibilité de vous parler ce matin ou ce soir pour vous. Effectivement, la situation en Californie n'est pas très différente de la situation en France par beaucoup de ces aspects. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on est au milieu d'une crise économique qui est auto-infligée de manière temporaire pour finalement résoudre ces problèmes de santé publique. Dans lequel les économistes ont finalement à trouver un compromis, presque comme on dirait avec l'optimisation de Pareto, entre la santé publique, c'est-à-dire la vie, et l'économie. Et donc, en Californie, on a effectivement des pouvoirs publics au niveau du gouverneur qui sont extrêmement compétents et qui ont tout de suite prévu, on va dire, les conséquences que pourrait avoir la pandémie en Californie et ont mis en place très rapidement des mesures qui ont permis finalement pour l'instant d'éviter des grandes catastrophes. Alors il faut savoir qu'on a quand même une différence avec la France qui est assez flagrante puisque aux États-Unis le pouvoir est distribué entre donc l'État fédéral et les États eux-mêmes et en l'occurrence dans des régions comme chez nous, finalement le pouvoir est aux mains des gouverneurs et des maires des grandes villes. Et on a évidemment une chance formidable en Californie d'avoir un gouverneur et des maires extrêmement compétents qui ont tout de suite compris la gravité de la situation et qui, malgré, on va dire, les différentes directions que le gouvernement fédéral a pu prendre au cours des derniers mois, pas toujours cohérentes ni en espace, ni en temps, ni même dans la nature de leurs mesures, finalement, certains États sont passés outre. Et voilà, la Californie est l'un d'entre eux. Alors évidemment, comme tous les États, on est frappé, on est touché. Mais finalement, en arrêtant la mobilité, on va dire non essentielle, l'État a réussi à endiguer, en tout cas temporairement, cette épidémie. On a une courbe qui est plutôt assez prometteuse, avec beaucoup de conséquences, bien sûr, et dont on va parler, j'imagine, aujourd'hui lors de cet entretien. Oui, si je me trompe, la Californie a été le premier État aux États-Unis à appliquer les mesures de confinement telles qu'on les voit un petit peu partout dans le monde. Et donc, c'est depuis le 20 mars que vous êtes dans cette situation. Alors, quand on s'occupe de mobilité, quand on est expert de ce sujet, quand on modèle les systèmes de mobilité, là, vous voyez une situation tout à fait exceptionnelle, hors norme. Qu'est-ce qui vous frappe dans les conséquences de ce confinement sur la mobilité? Alors, on a des conséquences très nombreuses, des conséquences qui sont variées. Encore une fois, puisqu'on est dans une espèce de crise, on va dire, qui est auto-infligée. Alors, de manière immédiate, évidemment, ce qu'on constate en Californie, c'est la décroissance abysmale du trafic autoroutier et du trafic routier. Voilà, les autoroutes sont presque vides. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite et qu'on n'a pas connu en Californie depuis extrêmement longtemps. On a aussi des chutes vertigineuses de l'utilisation des taxis et de la mobilité partagée, Uber, Lyft. Donc, sans parler de nombres officiels, les nombres qu'on a entendus, c'est de l'ordre de moins 80%. Donc là, pareil, une activité économique qui décroît de manière très, très rapide et très, très abrupte. Bien sûr, une circulation aérienne pratiquement au point mort. Ce qui change aussi beaucoup dans la Bay Area, c'est dans la baie ici, tout le trafic aérien qui finalement est au sol.
Euh, et puis, alors on va dire des cheminements journaliers qui sont moins fréquents, les gens qui vont faire leurs courses moins fréquemment, les gens qui évidemment font du télétravail. Alors donc ça, on en parlera aussi plus tard peut-être dans l'entretien. Le fait que cette mobilité est devenue une mobilité virtuelle. Et puis, bien sûr aussi, pas l'abandon, mais on va dire la décroissance très rapide du transit de masse où là, on a des transports en commun qui sont vides ou très peu peuplés. Ce qui pose aussi beaucoup de problèmes économiques, comme on pourra en discuter après, puisque la viabilité économique de ces agences de transport en commun, de même que les compagnies aériennes, de même que les compagnies de mobilité partagée, sont évidemment dans une situation extrêmement instable. Pour revenir sur le cas californien et de San Francisco plus exactement, vous mentionnez le sujet du télétravail. Et il y avait un article récent qui était paru et qui avait été publié par Reuters dans lequel vous aviez été interviewé et qui analysait aussi cette diminution de la circulation dans la région métropolitaine de San Francisco comme l'une des résultantes du fort recours au télétravail qui avait été notamment permis et autorisé et même encouragé par les grands noms de la tech, que ce soit Google, Apple et Facebook, qui sont présents dans la Silicon Valley. Le Wall Street Journal avait par ailleurs sorti le chiffre d'environ 1 million de salariés qui s'étaient mis à télétravailler à partir du 20 mars sur à peu près 7,7 millions d'habitants que compte la région métropolitaine de San Francisco. Et dès aujourd'hui, on commence à se poser la question de la reprise, de l'ouverture après le confinement. Et l'un des enjeux de cette reprise, ça va être, bien sûr, et vous l'avez dit, la mobilité quotidienne. Et un des sujets et un des problèmes qu'on voit poindre aujourd'hui, c'est que tout d'abord, vous en parliez, il y a un sujet de distanciation sociale qui vient directement je dirais, impacter les transports collectifs, qui n'échappent pas à cette règle de la proximité. Et deuxièmement, c'est la conjecture actuelle, conjecture économique d'un prix très bas du pétrole, plaide en faveur d'un report vers l'automobile. Alors, en tant qu'expert de la mobilité et aussi du trafic et des modélisations de trafic, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut craindre d'une part une réapparition beaucoup plus forte des embouteillages à partir du moment où on va, je dirais, réouvrir ou ressortir du confinement? Et pensez-vous, deuxième question, que le recours au télétravail puisse être un moyen de lisser cette courbe de demande de déplacement à moyen et long terme? Alors, c'est une question très riche, mais d'une pertinence incroyable. Donc, effectivement, la Silicon Valley et toute la Californie du Nord, en tout cas, étaient absolument prêtes au télétravail pour toutes les compagnies de la tech que vous avez mentionnées, puisque c'est pratique courante chez beaucoup d'entre elles. Des équipes qui sont distribuées à travers de nombreux bureaux, même chez nous, entre Palo Alto et San Francisco, avec aussi d'autres villes, Seattle et même Paris. Donc, en fait, la mentalité du télétravail, la mentalité de finalement la présence virtuelle en réunion, c'est quelque chose qui est bien ancré dans les mentalités ici et depuis très longtemps. Donc finalement, cette transition a été naturelle et en fait, les grands du tech que vous avez mentionnés ont fait la transition de manière même préventive. Alors peut-être étaient-ils informés de l'ordre exécutif qui allait venir du bureau du gouverneur, mais dans tous les cas, ils étaient déjà prêts. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs sur ce sujet, c'est de voir que cette préparation et même on va dire cette mentalité qui était déjà acquise, c'est aussi traduite dans les écoles. C'est-à-dire que le jour où l'ordre exécutif est arrivé par le gouverneur, dans beaucoup d'écoles, tous les cours en ligne étaient prêts et le lundi suivant, les enfants sont passés sur Zoom comme leurs parents. Le vendredi, pour beaucoup d'écoles qui pouvaient en avoir les moyens, il y a eu distribution d'ordinateurs portables et d'un package qui était tout prêt. Et en fait, toute la transition digitale s'est faite de manière pratiquement évidente. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a été facile et ça ne veut pas dire qu'elle a été équitable non plus, puisque les écoles sont dans des districts différents et ce n'est pas forcément la possibilité pour toutes les écoles de faire ça, mais c'est aussi caractéristique de ce que vous disiez, à savoir que finalement, dans la Silicon Valley, dans un monde d'innovation digitale et d'innovation technologique, on va dire les mentalités étaient prêtes pour ça. Alors, si on passe à la seconde partie de votre question, qui est finalement l'après, que va-t-il se passer? Je pense que les grandes entreprises de la technologie elles-mêmes vont agir de manière assez prudente et encourager leurs employés à continuer ce genre de pratique,
qui ne sont finalement pas si différentes de celles qu'elles avaient avant. Après tout, il n'y a pas de grande différence entre une téléconférence de salle de réunion de San Francisco ou de Mountain View et de le faire de votre salon ou de votre bureau. L'autre aspect de votre question était effectivement le report sur la voiture. Et ça, c'est un réel danger puisque, effectivement, avec la distance sociale qui est imposée par donc, les nouvelles normes qui ont été mises en vigueur depuis la pandémie, le covoiturage est évidemment quelque chose qui est déconseillé. Et le transport de masse, le transit, est aussi quelque chose qui est problématique. Et là, on a déjà des pouvoirs publics assez visionnaires, finalement, qui commencent à travailler sur le sujet. Donc, par exemple, un des épicentres de la congestion urbaine dans la baie, c'est le Bay Bridge qui relie San Francisco à la partie est de la baie. Ce pont a 5 fils de circulation qui, à capacité, peut chacune transporter 2000 voitures. Donc, ça fait 10 000 voitures par heure. Sur un pont qui va fonctionner à pleine capacité une bonne partie de la journée. Et donc là, on peut imaginer qu'effectivement, s'il y a moins de personnes par bus, s'il y a moins de personnes, voire plus personne qui fait du covoiturage, le nombre de voitures pourrait largement augmenter, voire jusqu'à 50%. Et donc, le type de questions que se posent les pouvoirs publics aujourd'hui sont en termes de transit public. Est-ce que, par exemple, on pourrait changer l'utilisation d'une file pour mettre plus de bus? Et de combien de bus aurait-on besoin pour transporter autant de personnes, sachant qu'on met peut-être 5 fois moins de personnes par bus à cause des normes de distance sociale. D'autres aspects qui pourraient évidemment jouer pour la limitation des bouchons, si on avait un rebond énorme du transport, ça serait la taxation ou éventuellement une forme d'incitation au télétravail. Et donc tout ça, c'est des problèmes auxquels la Californie travaille. Comme vous l'avez très bien remarqué, le prix du pétrole a induit un prix à la pompe qui est évidemment très incitatif à prendre sa voiture. Néanmoins, pour l'instant, on a encore un contrôle des flux par cet ordre exécutif. Et on peut tout à fait envisager que, comme en France, par exemple, l'ordre exécutif devienne plus sévère sur la proximité par rapport au domicile, qui n'a pas lieu ici. Contrairement à la France, on peut s'éloigner de plus de 500 mètres de son domicile. Donc, on peut imaginer que les normes pourraient devenir plus strictes pour éventuellement contrôler ces flux de manière un petit peu plus autoritaire. Juste un point, effectivement, sur ce regain d'intérêt pour la voiture. Il y a des chiffres assez intéressants qui nous viennent de Chine, puisque l'activité économique commence à reprendre en Chine et on observe effectivement une ruée sur les voitures, que ce soit de personnes qui en possédaient déjà une, qui confirment leur choix, ou des personnes qui n'en possédaient pas et qui décident de se doter d'une voiture. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va assister dans la plupart des pays? Alors, la Californie est déjà un État où la multimotorisation est un fait, mais est-ce que vous pensez que ce phénomène-là, qui est aussi évoqué en France, va être massif et se multiplier dans toutes les économies développées, voire dans le monde, dans des pays en développement? Oui, donc ça, c'est effectivement un danger qui nous guette. Alors, comme vous l'avez très bien dit, en Californie, on a effectivement une civilisation de la voiture qui est aussi liée à la nature de notre urbanisation et de la périurbie, comme on dit, à savoir que pour une partie de la classe moyenne qui possède ce qu'on pourrait qualifier de pavillon dans un langage francophone, on a une corrélation énorme entre la possession d'une voiture et celle d'une maison. Donc, en fait, la manière dont ce problème va se caractériser chez nous, c'est plus une utilisation accrue de la voiture qu'une possession de la voiture. Néanmoins, comme vous l'avez très bien souligné, effectivement, pour des classes peut-être un peu plus en bas de l'échelle, qui, de manière historique et économique, ont reposé plus sur le transport de masse, il est possible qu'on ait un accroissement du parc de voitures, tout simplement de ces couches de la population qui souvent sont écartées des zones où elles travaillent et donc ont un réel besoin de mobilité. Et donc là, se posent des problèmes d'équité évidents, puisque si on commence à contrôler les flux par la taxation, à ce moment-là, on a des problèmes d'inégalité qui sont cruciaux. Et si on n'offre pas d'alternative en termes de transport public, évidemment, on se retrouve dans des situations assez compliquées pour ces populations qui sont très nombreuses en Californie et ailleurs aux États-Unis. Donc ça, c'est des problématiques qui sont des problématiques nouvelles et auxquelles on trouve déjà des embryons de réponse, on va dire, qui sont
alors peut-être un peu utopique, mais intéressant. Donc peut-être que vous vous souvenez du système que les Grecs avaient inventé il y a, je pense, 20 ans ou 30 ans, des plaques d'immatriculation pair et impair, alors système qui a eu ses limites en Grèce, mais l'idée que les gens puissent travailler de chez eux et alterner les jours de leur transport est quelque chose auquel on discute, enfin, duquel on discute beaucoup, puisque voilà, on est dans un contexte où finalement la technologie permettrait peut-être d'appliquer ça de manière plus stricte que cela ne l'a été en Grèce il y a plusieurs décennies. C'est quelque chose qui d'ailleurs existe pour des raisons environnementales notamment. Je pense à des villes comme Medellín en Colombie, et un certain nombre de villes qui essaient de combattre par là même les pics de pollution. Alors ça, c'est aussi un point qui est très intéressant parce qu'effectivement, on voit qu'avec la décroissance des flux autoroutiers, on a évidemment un gain formidable pour la qualité de l'air. Alors, il est bien connu qu'en Californie, la qualité de l'air, c'est un problème qu'on a depuis très longtemps, particulièrement à Los Angeles, mais aussi dans la baie de San Francisco et surtout dans la vallée centrale, où finalement toute la pollution est repoussée par divers facteurs climatiques. Et ce genre de constatation que font les chercheurs qui sont focalisés sur l'atmosphère pose aussi des questions. Ces questions peuvent être, voilà, est-ce qu'on ne peut pas utiliser finalement cette crise pour repenser l'environnement et le transport différemment? Après tout, cette crise, elle montre qu'on peut auto-infliger, on va dire, une crise économique voulue à une région ou à un pays au nom de la vie. Et donc, en prévision de ce qui pourrait se passer dans 20 ans ou 30 ans avec les catastrophes écologiques qu'on voit déjà poindre chez nous avec les feux ou en Australie, pourrait-on faire de manière analogue finalement un reset et dire on va repenser le transport différemment, on va être peut-être un peu plus draconien sur son contrôle. Alors, pour l'instant, c'est des conversations qui restent embryoniques parce qu'on a des problèmes de santé publique évidemment bien plus graves à considérer, mais qui commencent à poindre et qui sont évidemment très intéressantes. Je reviens sur notre sujet qui est aussi l'objet de ces entretiens, qui est bien sûr de penser l'après. On l'a dit, les transports collectifs aujourd'hui pâtissent et dans je dirais, les prochaines semaines et même lors de la reprise, pâtiront je dirais, de ces problèmes de distanciation sociale. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait justement assurer, optimiser la mobilité au niveau je dirais, global, que ce soit à la fois la mobilité routière par le biais d'utilisation de technologies ou même faciliter le retour dans les transports collectifs? Je pense notamment à des technologies qui ont été évoquées sur ces sujets-là, que sont à la fois je dirais, des indices de fréquentation ou je dirais, la possibilité de savoir quand est-ce que c'est le plus facile de prendre les transports collectifs pour éviter une contamination. Alors, j'ai l'impression que nous avons quelques problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Donc, effectivement, on a un après qui finalement reste à redessiner. Et cet après, alors, on va dire post-euphorie, parce qu'on va avoir forcément un pic d'euphorie peut-être un peu similaire à ceux qu'on peut voir en fin de guerre. On va dire, dans cet après post-euphorie, on va avoir un subtil dosage à faire entre les secteurs qui ont révélé qu'ils pouvaient finalement se reposer sur le télétravail. Après tout, voilà, nous, à l'université, aujourd'hui, on fait cours à 2000 personnes à la fois, alors qu'on ne s'était pas vraiment posé la question avant, puisque l'idée était quand même que tout le monde soit dans un même amphithéâtre. Et donc, il y a le télétravail qui, pour beaucoup de secteurs, en fait, a révélé qu'il était possible. Il y a aussi le fait qu'on peut penser à réguler les flux différemment. Donc ça, c'est une réalité qui apparaît. Alors, elle est peut-être plus probable dans certains systèmes insulaires comme Singapour que dans un espace ouvert comme à San Francisco ou en Californie, mais néanmoins, c'est une possibilité.
Et puis, alors effectivement, on a la possibilité de repenser le transit, hein, le trafic de masse. Moi, j'aime bien faire référence au livre d'Alain Krakowicz, qui a été à la tête du Grand Paris et de son transit pendant des années, dans son livre Métropolitrain. C'est vrai que sur certaines lignes, on a des rames qui ont jusqu'à 1000 personnes ou au-delà, et qui sont toutes les 160 secondes. Donc, c'est quand même des flux extrêmement importants. Alors, je pense que dans certaines villes comme Paris, c'est vrai que penser l'après-pandémie, ça va être un peu difficile parce qu'on est déjà dans des capacités qui sont très, très proches des limites. Mais par contre, c'est vrai que dans des pays comme les États-Unis, où le transit de masse, finalement, a encore beaucoup à progresser pour des raisons compliquées liées à la géographie, à l'économie et au pouvoir public, on peut avoir une marge de croissance qui pourrait permettre de créer des systèmes de transit qui s'adaptent finalement à un après-pandémie et qui restent robustes, on va dire, aux pandémies suivantes qui pourraient arriver par le futur. J'aimerais revenir, puisqu'on parle du futur. Vous avez travaillé il y a quelques mois dans le cadre du Oliver Wyman Forum sur un index alors que vous aviez appelé le Urban Mobility Readiness Index. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Et la question que je voudrais poser sur cet index, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez le même index? C'est un index qui mesure les capacités des villes. Est-ce qu'à l'aune à la lumière de ce qu'on est en train de vivre, vous diriez que cet index, d'une part, est valide, a prouvé sa validité, et si vous aviez des choses à changer, qu'est-ce que vous feriez? Alors, c'est très intéressant. Donc, cet index a pour mission de continuer. Donc, au moment où je vous parle, en fait, on est en train déjà de créer l'édition 2020 de l'index. Comme vous l'aviez vu, effectivement, lorsque nous avions lancé l'index en novembre à Paris, novembre dernier, l'index avait déjà des composantes de résilience qui lui étaient intégrées. Et bien sûr, au vu des données qui étaient disponibles à l'époque, les résiliences principales qui semblaient naturelles, on va dire, pour l'infrastructure urbaine, c'était évidemment les feux, c'était les inondations, c'était les tremblements de terre, etc. L'aspect santé publique, finalement, n'avait pas été forcément abordé de manière primordiale, puisqu'il s'agissait à l'époque, d'une part, de caractériser la compétitivité des villes d'un point de vue de la mobilité, aussi bien la création d'emplois que de technologies, que leur attractivité en termes de lieux où vivre. Évidemment, au vu du Covid-19, aujourd'hui, les équipes de Oliver Wyman et Berkeley travaillent sur l'aspect pandémie et comment est-ce que l'aspect santé publique, finalement, va prendre sa place parmi tous les différents facteurs de résilience qu'une ville peut intégrer à ses infrastructures. Et comme on l'a vu, à part quelques rares villes en Asie qui peut-être avaient déjà plus d'expérience sur ce domaine-là, finalement, beaucoup des villes qu'on a classées dans cet index ont été très surprises par ce qui s'est passé. Et en fait, dans notre analyse qu'on est en train d'effectuer à la fois pour l'année précédente et pour l'année 2020, on va effectivement regarder comment les villes qui sont en haut du classement se sont sorties de ces épidémies, et on verra certainement que, encore une fois, voilà, des villes comme Singapour réussissent très bien et quelque part ont démontré une fois de plus leur résilience à ces catastrophes naturelles. Je termine par une dernière question, Alexandre. Il y a une mobilité dont on n'a pas parlé. Or, quand on est confiné, on est extrêmement dépendant de la qualité de cette mobilité. C'est la mobilité des biens et services et toute la question de la logistique urbaine. Alors, vous avez évoqué les potentielles conséquences de long terme du télétravail. Est-ce que vous pensez de même qu'en matière de logistique urbaine, ce qui est en train de se passer, à savoir évidemment l'explosion des livraisons à domicile, va durablement marquer non seulement j'allais dire, les habitudes sociales et le reformatage des chaînes de distribution? Alors, tout à fait. On est à l'aube d'une nouvelle ère. Comme vous l'avez vu, des compagnies comme Amazon, en fait, ont bénéficié de manière paradoxale de cette crise. Moi, je tiens à rappeler le discours du président Macron du 25 mars à Mulhouse, où il a très clairement défini la première ligne qui combat l'épidémie, la deuxième ligne qui est cette ligne de logistique, enfin qui intègre cette ligne de logistique dont vous parlez, donc qui contient d'une part les gens qui vont produire les biens, la nourriture, et ceux qui vont la distribuer, et puis la troisième ligne, les gens comme vous et moi qui sommes confinés aujourd'hui. Et cette deuxième ligne, quelque part, dans beaucoup d'endroits, d'une part, elle a prouvé sa robustesse.
Donc aujourd'hui, Amazon aux États-Unis fait des livraisons presque partout, la nourriture arrive. Des compagnies comme Uber ont en fait transformé leurs activités, puisque Uber Eats, qui était une partie en croissance très rapide d'Uber, est aujourd'hui l'activité principale d'Uber, essentiellement de la livraison de choses qui viennent de restaurants ou de la livraison de nourriture. Et on a finalement cette ligne logistique qui est en train de se révéler et qui aussi révèle sa nécessité pour faire partie d'un contexte de résilience beaucoup plus ancré dans notre système. Et c'est d'ailleurs une opportunité assez intéressante de mentionner le fait que cette logistique, la France a montré qu'elle était capable de l'utiliser de manière assez créative. Chaque pays dans le monde aujourd'hui a un problème potentiel de lits, de ventilateurs. Et la manière dont la France a résolu ce problème de logistique est formidable en mettant en place des trains médicalisés. Donc, on peut saluer les gens de la SNCF qui ont fait un travail formidable, en mettant en place finalement du déplacement de patients par des avions militaires médicaux. Donc, les forces terrestres, navales et aériennes étaient impliquées dans ces opérations-là. Et bien sûr, les ambulanciers, les hélicoptères. Et en fait, c'est vraiment donc ces deux exemples qui sont flagrants, Amazon et finalement les compagnies qui vous apportent les choses chez vous, et voilà, cette logistique de support qui vont s'occuper des patients. On voit que beaucoup de pays dans le monde ont réussi à finalement utiliser de manière très créative une logistique qui était peut-être là de manière sous-jacente, mais pas forcément appropriée pour le problème, pour finalement se révéler d'une grande utilité pour la résilience de leur ville et de leur pays. Je pense que c'est un point très intéressant parce qu'effectivement, c'est souvent le secteur de la logistique est souvent, à tort d'ailleurs, assimilé à un secteur très traditionnel avec des difficultés de transformation. Et on a vu qu'il était capable, en très peu de temps, de s'adapter à une situation radicalement nouvelle. Alexandre Bayen, je vous remercie pour ce témoignage, pour avoir partagé avec nous votre vision, vous qui êtes un expert des sujets de mobilité. Effectivement, je pense qu'il faudra qu'on se reparle dans les semaines à venir pour voir comment vont évoluer comment vont reprendre ou pas les habitudes de mobilité. C'est une question que nous nous posons tous dans nos grandes métropoles, pour l'instant à l'arrêt. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous et à bientôt. Merci. À bientôt. Bientôt. Merci, Camille. Merci, Cécile.